Le XXe siècle est marqué par la violence des guerres, qui ont radicalement changé la manière de percevoir le monde. Les sociétés totalitaires et les génocides ont traumatisé les êtres humains. À travers les récits autobiographiques, les romans, les essais ou encore les témoignages, des cris de désespoir, de détresse évidente apparaissent sous nos yeux ébahis. Violences psychologiques et physiques, l'indicible, l'impensable et l'inimaginable défilent soudainement par centaines. La nature humaine, l'humanité tout entière se retrouve soudainement condamnée à porter le poids de la honte, de la culpabilité, de l'horreur, le poids du passé, du présent et de l'avenir. Alors oui, la violence est indéniablement inhérente à la nature humaine, et cette même violence se doit d'être connue, comprise et appréhendée par l'humanité. Bienvenue dans notre podcast Les Profondeurs de l'âme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode sur l'exploration de la violence humaine, de l'intériorité à l'écriture, et notamment à travers l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. De quelle façon la violence est-elle présente chez l'homme ? Comment pouvons-nous expliquer que de tels actes aient pu être commis ? Et de quelle manière la littérature représente-t-elle l'inimaginable ? Tout d'abord, il faut noter que depuis toujours, l'homme a succombé à ses passions. Freud explique ce phénomène dans sa deuxième topique en affirmant qu'au fond de l'individu, dans le « ça », il existe ce qu'il nomme un réservoir à pulsions. Si le surmoi, qui représente l'intériorisation inconsciente des règles et interdits auxquels l'homme est contraint, permet de limiter les pulsions du « ça » de se réaliser, il ne faut pas omettre que les pulsions de narcissisme et d'altruisme, de voyeurisme et d'exhibitionnisme, de sadisme et de masochisme et de vie et de mort existent tout de même en l'homme. La violence est donc innée chez l'être humain. De plus, Freud nous explique que des souvenirs enfouis dans l'inconscient de l'homme peuvent le pousser à être violent alors qu'il n'en a même pas conscience et qu'il n'est pas capable de les expliquer. La pulsion de mort envers autrui est celle qui vient tout particulièrement perturber les relations entre individus. En effet, comment construire une vie sociale si tous les hommes ont une forme de violence inscrite en eux ? Comment l'homme peut-il s'empêcher d'être cruel s'il a une pulsion de mort envers l'autre ? C'est alors la culture, la civilisation et la société, c'est-à-dire le surmoi, qui va empêcher notre ça de prendre trop de place. Cependant, lutter contre les pulsions n'est pas si simple. Freud, dans Malaise dans la civilisation, nous dresse un portrait de l'homme. Il dit « L'homme n'est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d'amour, dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être, au contraire, qui doit compter au nombre de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. L'homme est, en effet, tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. » Donc à travers cette citation, on peut noter que la violence dont l'homme est capable ne se limite pas à celle provoquée par les circonstances de la légitime défense. Elle est aussi le mode de satisfaction d'une pulsion, d'un désir qui ne peut rien aux circonstances et qui tient à notre nature. Alors nous retrouvons une dimension pulsionnelle de la guerre dans la vision que donne Céline dans « Voyage au bout de la nuit ». Il décrit son colonel en disant qu'il était « pire qu'un chien ». Cette férocité pulsionnelle, cette rage que l'homme aurait en lui correspond tout à fait à l'analyse de Freud. Il existe divers types de violences selon les époques et les sociétés. Les violences les plus facilement perceptibles sont celles qui s'expliquent lors des conflits. De plus, l'homme s'est toujours fait violence à lui-même. Des traces de ce qui pourrait être la plus ancienne guerre ont été retrouvées en 2012 à Turkana, au Kenya. Cette guerre, ancienne de 10 000 ans, montre bien que la violence a toujours été présente chez l'homme. Ainsi, constater que la violence a toujours existé pousse à se demander si elle est irréductible. Aussi, si nous avons compris que le mal est inné chez l'homme, on peut se demander de quelle façon est-il possible de lutter contre. Alors en 1961, à Jérusalem se tient le retentissant procès d'Adolf Eichmann, officier nazi et responsable de la mise en place de la solution finale à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hannah Arendt, qui est une philosophe juive réfugiée aux États-Unis, est présente à ce procès et entend la défense d'Eichmann. Elle est frappée par la personnalité de ce criminel qu'elle décrit comme tout à fait ordinaire. Elle indique « Il n'y avait en lui trace ni de conviction idéologique solide, ni de motivation spécifiquement maligne. » Ce qui est étonnant ici, c'est qu'il y a certains psychiatres qui vont aller jusqu'à noter qu'il témoigne d'une réelle sensibilité.
Alors en effet, ça c'est une anecdote qui m'a un peu surprise. Eichmann s'est à certaines reprises lié d'affection pour des juifs, et il est même allé jusqu'à les aider, même si en fait plus tard il s'en est repenti. Cela nous montre bien qu'il est capable d'émotions, mais que ces émotions ne l'ont pas empêché de devenir un des hommes les plus cruels de notre histoire. Mais alors, comment expliquer qu'un individu aussi ordinaire ait pu accomplir un travail qui, lui, ne l'était pas du tout ? Arendt pense que ce n'est pas dans l'émotion qu'il faut aller chercher une réponse à cette question, mais dans la pensée. Les nazis ont en réalité fait preuve d'une violence atroce. Non pas parce qu'ils n'avaient pas de cœur, mais parce qu'ils ne réfléchissaient pas. Le manque de pensée rend l'homme incapable de juger correctement une situation. Eichmann n'avait donc ni pensée, ni personnalité propre. Il était le stéréotype de l'homme banal, et c'est en ce sens que Hannah Arendt parlera de la banalité du mal. Richard Peggy a d'ailleurs écrit « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse, c'est d'avoir une âme habituée. » L'homme peut donc témoigner d'une habitude de la violence, une violence à laquelle il ne réfléchit plus. Il faut cependant faire attention à ne pas faire de contresens, car dans la banalité du mal, Arendt n'a pas voulu exprimer que les actes mauvais sont de l'ordre du banal, mais que c'est bien un manque de pensée, de réflexion qui conduira des hommes tout à fait ordinaires à accomplir des actes monstrueux. Penser, c'est donc s'exposer à la réfutation, justifier ses présupposés, expliquer le sens des mots qu'on emploie et se poser à soi-même certaines objections. Tout cela, les nazis ne le faisaient pas, et même si les cadres nazis étaient tous extrêmement intelligents, ils étaient incapables de se remettre en question. S'ils avaient pensé, ils seraient sortis de toutes les fausses croyances nazies qui ont mené à achever des milliers de personnes, des enfants, des hommes innocents dans une cruauté sans limite, tout en pensant qu'ils étaient des héros. Donc là, il nous apparaît clair que la violence est innée chez l'homme, car il succombe donc tout d'abord à ses passions, et aussi parce qu'il manque cruellement de réflexion. Mais a-t-on besoin de l'écriture littéraire pour se représenter cette violence ? Et donc, comment cette violence intervient face à l'horreur humaine ? Face à la violence de l'homme, la littérature témoigne, en touchant grandement le lecteur. En effet, devant la violence des faits, la puissance des mots émeut, bouleverse et ébranle les sentiments. Ainsi, la clarté d'écriture de certains auteurs, les détails et les non-dits sont puissants et rendent parfaitement compte de la violence de l'histoire au lecteur, qui ne peut que percevoir la véracité des témoignages. La littérature permet donc de relater la monstruosité de la violence au-delà des chiffres, rendant ainsi le lecteur plus sensible à l'histoire. Dans Aucun de nous ne reviendra, Charlotte Delbo invite le lecteur à vivre l'horrible quotidien des déportés d'Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, même si bien sûr la réalité est impossible à imaginer pour celui qui ne l'a pas vécu, l'auteur rend son témoignage le plus précis possible, dans des détails sanglants, en décrivant par exemple des cadavres. Elle écrit, je cite, « Les têtes sont rasées, les poils du pubis droit, raides, les cadavres sont gelés. Blancs, avec les ongles marrons. Les orteils dressés sont ridicules à vrai dire. » Alors, le lecteur se trouve horrifié devant cette insoutenable réalité. Écrire la violence en touchant le lecteur devient donc un moyen de faire réagir, de partager sa souffrance. L'auteur, victime de la violence, a une volonté de faire souffrir le lecteur par les mots et de lui montrer un semblable de ce que lui a pu ressentir. C'est alors dans un but moral que l'auteur écrit. Il se doit de prévenir les hommes quant aux cruautés du monde, mais il dénonce également la violence afin qu'elle ne soit pas reproduite. L'histoire a été ravagée, détruite par la violence. Des vies ont été anéanties par la cruauté de l'homme. L'humain se tue, s'extermine et se détruit sans remords. Ainsi, c'est bien dans un but moral que la littérature retrace la dureté de l'homme. Car l'homme doit apprendre de ses erreurs. Une trace des souffrances subies doit être laissée afin que les autres hommes aient conscience de ce qu'il s'est passé. Aussi, l'auteur s'attribue donc le rôle d'intermédiaire entre l'histoire et l'homme, qui doit comprendre ses erreurs afin de ne pas les reproduire. Mais s'il écrit pour dénoncer, c'est aussi dans un but de mémoire et de libération que l'auteur retrace la violence. En effet, après avoir subi bien des horreurs, l'auteur, qui est parfois avant tout une victime, peut écrire, afin de se détacher de tout ce qu'il a pu endurer. Ainsi, les victimes, porteuses d'une mémoire atroce, éprouvent le besoin de partager les violences qu'elles ont subies. La libération intérieure passe alors par l'écriture et l'envie de ne pas rester enfermée dans de cruels souvenirs.
Primo Levi a par exemple écrit les atrocités qu'il a dû vivre dans les camps d'extermination d'Auschwitz dans « Si c'est un homme ». Il y écrit à propos des nazis responsables de son sort « Ils n'étaient pas des monstres, ils avaient notre visage ». Et cela nous permet donc de comprendre réellement ce qu'Hannah Arendt avait voulu expliquer dans La banalité du mal. Même les hommes les plus ordinaires sont capables de la plus grande atrocité lorsqu'ils ne font que répondre à des ordres. L'auteur n'écrit alors pas par envie, mais bien par nécessité. Faire comprendre au lecteur ce qu'il a vécu, partager sa peine et surtout écrire, pour ne plus avoir à penser. Primo Levi a d'ailleurs confié « C'est pour répondre à un tel besoin que j'ai écrit mon livre. C'est avant tout en vue d'une libération intérieure. » Écrire est donc le meilleur moyen que certains ont pu trouver pour se détacher de la violence et des traumatismes. Comme si tout ce qu'ils avaient vécu n'était plus qu'une histoire racontée, un fait imaginé. Mais l'auteur n'écrit pas que pour lui. En effet, d'autres ont aussi été victimes. D'autres sont aussi traumatisés et d'autres ne peuvent oublier non plus. L'auteur écrit donc pour les aider, eux aussi, dans leur guérison. Mais si l'écrivain a pu survivre, certains sont morts. Et c'est pour eux que l'auteur dénonce. Pour ne pas que les victimes de la violence soient oubliées. Pour qu'elles puissent continuer à vivre, ne serait-ce qu'à travers les écrits. Transmettre la mémoire des victimes de la violence de l'histoire apparaît donc comme un but ultime de la littérature. Ainsi, l'auteur a besoin de défouler ses émotions. La nécessité de s'exprimer et de ne pas rester enfermé dans de cruels souvenirs intervient alors comme une libération intérieure, mais également comme un hommage rendu aux victimes de la violence. Ainsi, face à la cruauté de l'homme, l'écriture intervient dans un but moral. Mais elle peut également être vécue comme une forme de violence par certains. Libéré des camps de concentration en 1945, Georges Semprin est marqué. Choqué à vie par la violence, l'horreur, la cruauté des camps dont il a été victime. À son retour, il est incapable d'écrire, car cela le renvoie à la mort. Ainsi, Georges Semprin affirme qu'après une tentative de suicide à la fin de 1945, il lui a été impossible d'écrire quoi que ce soit sur son expérience de déporté, afin de sauvegarder sa propre existence, mise en danger par l'écriture de l'indicible. Le titre de son œuvre, L'écriture ou la vie, renvoie d'ailleurs à cette expérience. Comme si écrire, c'était retourner à la mort. La violence subie peut donc se trouver en parallèle avec l'écriture, vécue comme une forme de violence. Si écrire est donc salvateur pour certains, elle est dangereuse pour d'autres. Car écrire, c'est revivre. Enfin, j'aimerais terminer ce podcast en évoquant le roman Guerre de Céline. Cette œuvre a été écrite en 1934 mais publiée seulement en 2022, donc très récemment et à titre posthume. C'est une œuvre qui sort un peu du cadre de notre podcast puisqu'elle retrace cette fois-ci la violence de la Première Guerre mondiale. Mais vous allez remarquer qu'elle est très intéressante car on y voit la violence sous de nombreux aspects. Tout d'abord, ce roman nous permet d'appréhender de manière différente l'écriture de la violence. Céline écrit l'horreur que les combats imposent aux hommes à travers Ferdinand, un soldat ayant perdu sa langue et une oreille à cause de la violence des combats. L'auteur veut montrer qu'au retour de la guerre, les soldats ne reviennent qu'en gueule cassée, et se trouvent ainsi coupés du reste du monde. Mais cette œuvre ne se contente pas de dénoncer la violence, car la haine que Céline porte à la guerre marque tout particulièrement le lecteur. En effet, au-delà de la cruauté de l'histoire et de la retranscription de l'horreur, la violence du langage de Céline choque et marque le lecteur. Cette écriture est également au service d'une violence envers certains personnages, comme les femmes. Victimes de l'écriture crue de Céline, elles servent un besoin qu'ont les hommes de se satisfaire tout au long du récit. Les infirmières de guerre ne sont pas qualifiées de courageuses ou d'héroïnes comme on pourrait s'y attendre, car ce ne sont que des adjectifs violents qui les décrivent, tels que rombière, gonzesse, pucelle ou encore branleuse. L'infirmière y est réduite à un corps à disposition. Cela reflète assez bien les pulsions sexuelles qu'évoque Freud, car dans ce roman, les hommes ont besoin de satisfaire cette pulsion et de se sentir supérieurs aux femmes qui viennent pourtant de les sauver. De plus, savoir que l'auteur a eu un engagement antisémite avant et pendant la Seconde Guerre mondiale rend son œuvre encore plus dure. Car si l'horreur de la guerre choque, c'est avant tout la violence qui se cache derrière le livre, qui marque et offre une nouvelle dimension à l'œuvre de Céline. En effet, comment appréhender un roman qui dénonce la violence de la guerre lorsque l'auteur était lui-même un être cru, brutal et antisémite, et que son écriture est sexiste? Au-delà de la violence décrite dans ce roman, c'est la violence qui se cache derrière le livre qui choque. Aussi, le roman ne se contente pas de retranscrire la violence, il est fondé sur la violence.
Ainsi, la violence est présente chez l'homme par de nombreuses passions qui l'entraînent à tuer, torturer, à se faire violence à lui-même et aux autres. De plus, son manque de réflexion le pousse à commettre des actes tout aussi atroces que cruels en pensant qu'il est un héros. La littérature intervient alors pour dénoncer, prévenir et libérer les victimes. Mais pour certains auteurs, écrire est perçu comme une forme de violence faite à soi-même, puisqu'elle fait revivre certains événements traumatisants. Ainsi, la littérature intervient-elle comme une forme de violence. Enfin, au-delà de la retranscription de la violence, c'est l'écriture elle-même qui incarne cette violence. Au XXIe siècle, cette brutalité est toujours présente et on peut noter le développement de mouvements de justice sociale, tout comme le combat pour une société plus juste et moins inégalitaire. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de ce podcast. J'espère que cet épisode vous permettra de vous questionner davantage sur la violence que nous retrouvons encore bien trop souvent, et en particulier dans le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons. Bon week-end et on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine.